Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est de l'analyse au temps réel de Big Data. Et ça, on va le voir à travers un use case technique qui est le monitoring de flux par l'exemple. Donc, c'est un use case qui a permis de répondre à certaines questions, des questions qui sont posées lors des réunions d'architecture ou des séances de travail. Des questions du genre comment puis-je visualiser la santé de ma plateforme? Comment puis-je analyser les données de mon application? Comment puis-je visualiser la performance de mon entreprise et ainsi que la part des objectifs atteints. Donc des questions qui ont été posées lors des réunions d'architecture, donc pour lesquelles on va voir dans cette présentation comment on pourrait répondre. Il y a une démo à la fin que je vais réaliser. J'espère que ça va marcher, comme ça vous aurez, vous pouvez voir vraiment les réponses à toutes ces questions-là. Donc je me présente, je m'appelle Abdellatif Bouchama. Je suis middleware architecte chez Red Hat et je travaille spécialement sur tout ce qui est middleware, donc l'intégration, donc les gars qui aiment pas trop développer, qui aiment tout faire juste avec de la configuration et du setup. Donc je fais partie de ces gens-là, donc qui essaient toujours de faire le maximum possible son développement. Et je suis passionné par tout ce qui est nouvelles technologies, donc Big Data, Internet des objets et autres. Et je suis contributeur dans pas mal de projets open source comme Apache Camel ou Apache ActiveMQ. Je suis cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Bushorn. C'est une plateforme de partage de connaissances sur tout ce qui est intégration, open source. Donc on essaye de contribuer toujours avec des articles donc, pour partager nos retours d'expérience ainsi que nos visions sur l'open source. On a accueilli pas mal d'experts internationaux qui viennent contribuer avec leurs articles. Donc je vous recommande d'aller voir donc, le site pour trouver l'information qu'il vous faut. Donc ce qu'on va voir dans cette présentation, donc, dans un premier lieu, donc, on va voir la position de Big Data en 2015, les tendances, les statistiques. Ainsi, on verra cette nouvelle tendance qui est l'émergence vers le temps réel, donc l'analyse en temps réel. Et par la suite, on verra le use case dont je voudrais partager avec vous. Donc c'est un use case purement issu de l'intégration et pour lequel on va essayer de voir comment on peut trouver une solution à des problèmes liés à l'intégration et une démo par la suite. Donc, Big Data vu par Gartner. Donc j'ai essayé d'assembler ici tous les hype cycles où Big Data a été présente. Donc à partir de l'année 2012. Donc le hype cycle, donc, on peut voir donc, en 2012 que le Big Data il était dans le peak of inflated expectation, donc des nouvelles technologies, donc des technologies émergentes. Donc il était dans le pic avec une prévision d'être en prod entre 2 à 5 ans. En 2013 et en 2014, on voit toujours qu'il était dans le sommet et qu'il était aussi à la descente, donc, mais toujours dans le pic, avec une prévision qui a changé de 5 à 10 ans. Sauf en 2015, on note l'absence de cette dernière, donc on ne voit plus de Big Data dans le hype cycle, donc chose qui a surpris un petit peu les dirigeants, les IT, et pas mal de personnes qui ont déjà investi dans le Big Data et qui ne le voient plus dans le hype cycle. Donc suite à cet étonnement-là, tout simplement, il y a Gartner qui se sont exprimés par rapport à ça. Et il y a un certain Betsy Burton qui a dit que Big Data est devenue prédominante dans nos vies et qu'elle est présente dans le hype cycle à travers des technologies émergentes comme le cloud computing, le machine learning, l'internet des objets, la réalité virtuelle et autres. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont retiré tout simplement du hype cycle, parce qu'il est présent donc, dans pas mal de technologies émergentes. Donc Big Data en 2015, donc, il y a 3/4 des entreprises qui ont déjà investi ou planifié un investissement dans les 2 ans à venir. Les principaux objectifs des projets Big Data, c'est l'amélioration de la relation client. Le deuxième point, c'est la rationalisation des process existants. Et le troisième, c'est la réalisation d'un marketing très ciblé et réduire les coûts. Le dernier point, c'est que l'année dernière, il y a eu 37% de projets Big Data qui ont été initiés par le CEO et 25% qui ont été initiés par les chefs d'entreprise.
Et en 2015, on voit que les rôles sont à peu près à égalité. Donc c'est tout simplement ce qui montre ce dernier point, que les chefs d'entreprise jouent un rôle plus actif dans les projets d'information et d'analyse, et, euh, et qu'ils ont compris que le rôle, que la- qu'ils ont maintenant la conscience que de la valeur de la prise de décision basée sur la donnée. C'est ce qu'on appelle le data driven. Donc c'est le nouveau mouvement qu'on a ces derniers temps. L'émergence du temps réel. C'est vrai que l'analyse, on entend beaucoup, on entend souvent de l'analyse en temps réel, hein, parce que ça devient une nécessité pour les entreprises. On ne peut pas imaginer maintenant qu'une entreprise analyse ses flux de données qui attendent après 48 heures pour avoir les premiers tableaux de bord métier, sachant que la concurrence elle est en train d'analyser le marché, ses tendances en moins de 10 minutes. Donc c'est tout simplement pour vous donner un ordre d'idée pour de la nécessité de l'analyse au temps réel. Si je reviens un petit peu en arrière, avec l'approche BI traditionnelle, on était en mode top-down, on partait voir les gens du métier, on leur demande leurs besoins en termes de reporting et de KPI, et suite à ça, on essaie de construire un socle qui répond à leurs besoins. Avec le big data, l'approche il a complètement changé. On est plutôt dans un mode bottom-up. On construit d'abord un socle performant et on le met à disposition des gens de métier pour qu'ils puissent analyser eux-mêmes et trouver les réponses à leurs questions. Donc c'est juste la différence entre l'approche BI et l'approche Big Data. Donc c'est tout simplement ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour améliorer maintenant la stratégie d'une entreprise, c'est tout simplement, il faut aller vers le temps réel pour être le plus compétitif possible. Donc c'est tout simplement c'est le bon moment pour aller vers le real time et utiliser tout simplement les données d'une manière intelligente. Donc j'arrive donc au use case dont je voudrais partager avec vous. Donc c'est un use case qui, euh, qui a permis de répondre donc c'est un use case pour lequel on a cherché une solution par rapport à un problème qui était dans le domaine de l'intégration, mais c'est une solution qui peut être adaptée à n'importe quel contexte. Donc là, on l'a fait dans le domaine d'intégration, mais je vous laisse après imaginer comment vous pouvez le faire dans votre contexte à vous. Donc, dans le domaine d'intégration, on a souvent des ESB qu'on met en place pour répondre à des échanges applicatifs entre applications. Et chaque projet, donc chaque ESB, il a ses propres volumes et sa performance. Et du coup, pour des différents projets, donc ils en ont des contraintes différentes. Donc ils sont obligés d'aller vers un autre ESB, donc d'utiliser un autre ESB dans le même système d'information, et un autre aussi, selon les projets. Donc, et on a besoin d'interconnecter tous ces ESB là pour pouvoir échanger entre les projets, d'un projet à un autre, donc de véhiculer une information d'un projet à un autre ou d'un ESB à un autre, sachant que chaque ESB vient avec sa pyramide de produits de monitoring et de tracking. Et du coup, suite à ça, je vous laisse imaginer l'équipe de production qui auront du mal à suivre une telle implémentation et de suivre juste une donnée qui passe d'un ESB à un autre. Donc juste un itinéraire d'un message devient vraiment une mission impossible pour eux. Donc rien que pour savoir où un message il est passé et où il est réellement, et de passer d'un outil à un autre pour réellement trouver cette information-là, sachant qu'il y a des produits monitoring où on a besoin de fournir l'information, donc de chercher l'information par rapport à une information plutôt fonctionnelle, dans d'autres c'est plutôt technique. Donc la corrélation entre tout ça, ça devient vraiment difficile pour l'équipe de production. Donc c'est pour cette raison, donc, suite à cette problématique-là, on a imaginé une solution qui va répondre à ce besoin-là, sans à chaque fois utiliser la baguette magique de dire je vais tout changer, je vais faire un coup d'homogénéisation, ça va marcher. Les défis ils sont de moins en moins réticents, ils veulent plus toucher à quelque chose qui est déjà en prod. Donc le coup de la baguette magique ne marche plus, il faut plus changer quelque chose qui est en prod. Donc il faut venir toujours avec une solution qui vient se plugger sur ce qui est existant et de tirer profit de ça. Et non pas à chaque fois leur proposer quelque chose qui va changer à chaque fois tout le système. Donc suite à ça, donc,
on s'est donné des objectifs. Tout simplement, c'est par rapport à la problématique qu'on a vue, de surveiller les données, les flux de données qui passent par toutes les couches, donc que ce soit la couche transport, la couche médiation, la couche process, d'analyser et centraliser ces données, effectuer une corrélation entre les données fonctionnelles et techniques et offrir une vue centralisée en temps réel de ce qui se passe sur l'ensemble des ESB qu'on a vu, sur l'ensemble des applications. Et les défis, c'est le défi que cette solution doit normalement pouvoir gérer, c'est ingérer tous les flux de données, les analyser et les corréler rapidement. Et le deuxième point, c'est qu'elle doit gérer un volume de données très élevé, proche des millions d'événements. Donc c'est là où dans le big data, on a la règle des 3 V qui est vélocité, volume et variété. Là, on est plus confronté à 2 V qui sont la vélocité et la variété. Parce qu'on a une variété de données qui n'est pas la même, qu'on va à chaque fois extraire. Et la vélocité, c'est que la vitesse de la donnée, on doit faire face à cette vitesse. D'où le troisième point qui est, on doit gérer un débit de nombre de messages par seconde. Donc les contraintes et les exigences, comme j'ai dit, donc, on devrait faire un système non intrusif. Donc on ne touche plus à ce qui est déjà existant. Aucun changement au niveau des flux métiers. Tout ce qui est là, il reste là. On devrait juste trouver quelque chose qu'on doit plugger et unplugger et que ça doit marcher. Les exigences, donc un système qui doit être maîtrisé, donc en gros qui soit de l'open source supporté, un système adaptable, donc un système qui peut se déployer dans des serveurs d'entrée de gamme, tout simplement, et qui soit ouvert à des nouvelles sources de données à chaque fois. Un système automatisé, donc un système qu'on peut surveiller sa croissance à un rythme prédictible. En gros, l'ajout d'un nœud dans un cluster doit être une opération triviale pour un exploitant. Et le dernier point qui est le système surveillé. Un système surveillé, tout simplement, on devrait surveiller les ressources et mesurer la capacité de ce système-là. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'architecture pour laquelle, donc cette architecture, c'est celle-là que je vais essayer de faire en démo. Donc j'ai 3 USB qui sont distribués sur 3 grands sites, en Chine, en France et en US. Et ces 3 USB, ils peuvent être soit d'un produit propriétaire ou open source, donc peu importe. Donc on va essayer d'aller vers ces 3 instances. Et puisque c'est un système non intrusif, on va s'intéresser que sur l'information qui est générée. L'information qui est disponible par exemple dans les logs, l'information qui est publiée par exemple dans JMX, l'interface JMX. Tous les événements qui sont générés dans ces instances-là, donc que ce soit au niveau de la couche médiation ou la couche transport. Et après, on pourrait venir s'abonner à toutes les topics de la couche transport, des topics dans les brokers, pour venir tout simplement essayer d'acquérir plus d'informations. Et une fois que toutes ces informations sont générées, on devrait avoir un élément qui va venir les collecter et les capturer. Donc il y a un petit moustachu que je vais qu'on va le mettre à côté, tout simplement, qui va venir, c'est un petit commère, qui va venir juste écouter ce qui se passe et essayer de capturer le maximum d'informations. Ça s'appelle Logstash. Donc il va essayer d'exploiter toutes ces sources de données qui est juste générée par le système et l'envoyer à Elasticsearch pour un stockage. Donc on va la stocker dans Elasticsearch et pouvoir la chercher par la suite, une fois qu'il est catalogué, indexé. Et par la suite, donc ces données-là sont envoyées par Logstash, ils sont distribués sur les instances Elasticsearch, qui sont aussi distribuées. Donc une fois cette information elle est envoyée et elle est stockée, on peut générer des tableaux de bord par la suite. Et c'est des tableaux de bord qu'on pourrait personnaliser pour chaque équipe. Donc un tableau de bord pour l'équipe technique, un tableau de bord, un tableau de bord pour l'équipe technique, un tableau de bord pour les exploitants, donc l'équipe d'intégration, et un tableau de bord qu'on peut faire pour les gens du business ou le marketing, pour voir vraiment ce qui se passe dans l'entreprise.
Donc comme vous pouvez voir, donc, on a fait le choix d'Elasticsearch, tout simplement parce qu'il répond déjà à toutes les contraintes qu'on s'est fixées avant. Donc c'est un produit open source et qui est supporté. Il est facile à déployer, il est distribué, il permet une scalabilité linéaire et il a une interface REST qui permet un requêtage facile et qu'on peut tout simplement le mettre entre les mains des exploitants sans qu'il ait réellement un background derrière. Et pour compléter le paysage, donc on a le Logstash, donc le petit moustacheux qui va collecter les données, et Kibana pour pouvoir générer des tableaux de bord qui vont nous permettre de faire de l'analyse en temps réel. On va essayer la démo et on va voir. Donc ce que je vais faire tout simplement dans cette démo, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais créer 3 instances où je vais déployer des flux. Je vais m'intéresser qu'à deux sources de données qui sont la log et le JMX. Et on va essayer de voir qu'est-ce que je pourrais vraiment tirer comme profit juste de ces 2 sources de données. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je laisse la table? Je sais pas. Ça va? Donc je vais démarrer un ESB. Donc ce que j'utilise ici c'est Red Hat JBoss Fuse. Donc on peut imaginer que, donc j'ai pris l'exemple juste avec celui-là, mais on peut imaginer la même chose pour d'autres ESB, que ce soit de Mule, TIBCO, IBM, peu importe. Donc voilà, il est démarré. Donc je vais essayer ici de démarrer les instances. Donc là c'est l'instance China. Et là je vais démarrer l'instance France. Donc là il est démarré. Donc on peut voir le flux métier qui est déployé dans cet ESB là. Donc c'est un flux très simple. Un flux qui permet de recevoir des commandes dans son interface REST. Et après, il va tout simplement essayer de faire un content-based routing. Donc c'est un pattern qui permet de regarder le contenu pour pouvoir router le message. Donc ici, on va voir ce qui est dans le message. Et s'il s'agit d'un message qui a une commande qui intéresse, une commande qui est dans la catégorie mobile, je vais la rediriger vers la Chine ou la catégorie tablette. Et s'il y a une commande qui rentre dans la catégorie gaming, je vais la router vers la France. Et si c'est autre chose, je vais la router vers les US. Donc là, j'ai mes instances qui sont démarrées, j'ai mes flux qui sont démarrés, exécutés. Donc ce que je vais faire maintenant, donc, par rapport à l'architecture qu'on a vue, je vais tout simplement démarrer les Logstash qui vont venir écouter. Et mon premier Logstash, donc mon premier Logstash, il va tout simplement exploiter tout ce qui est JMX. Donc en gros, il va se connecter à mon instance, il va tirer toutes les informations qui sont publiées dans le JMX et il va les stocker dans Elasticsearch. Donc on voit très bien ici, donc c'est une configuration assez simple dans Logstash. On a 3 blocs, on a input, on a filter et on a output.
Donc là, tout simplement, j'ai un plugin JMX que j'utilise. Je lui dis, vas-y, tu te connectes à mon instance. Je fais je fais un filtrage par rapport à les informations qui m'intéressent. Et après, dans l'output, j'envoie les informations à Elasticsearch. Le deuxième Logstash que j'ai ici, comme je vous ai dit, donc, il a comme input, il a juste un fichier log. Donc c'est le fichier log de l'ESB que j'ai démarré. Donc il va essayer de récupérer les données. Et là, je fais tout simplement un filtre. Je lui dis, on prend juste les messages de type commande. Donc toutes les entrées qui sont dans mon journal log, je vais m'intéresser juste à les entrées de log qui sont taguées commande. Donc là où il y a l'information de la commande qui va passer. Et par la suite, pareil, je vais l'envoyer à Elasticsearch. Donc celui du GMX que j'ai lancé tout à l'heure, on voit très bien qu'il a déjà commencé à récupérer de la donnée GMX. Donc si je vois ici par exemple, il a récupéré le minimum processing time, le maximum processing time, donc c'est le temps de traitement du flux de la donnée. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer Kibana pour voir, il est déjà démarré. Donc on peut voir déjà le premier dashboard, c'est un dashboard technical, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un dashboard qui est technique. Et rien qu'avec les données que j'ai récupérées du GMX, je peux savoir déjà que j'ai une mémoire libre, donc c'est un Free Physical Memory Size, donc j'ai une mémoire libre de 3 Go, j'ai un swap de 9 Go, j'ai 4 processeurs sur mon instance, j'ai un CPU qui est de 35%, et là je peux voir que j'ai déjà tous les threads, c'est difficile à voir avec cet éclairage. Donc là, j'ai tous les threads qui sont de la JVM. Donc la première, donc là c'est j'ai le pic des threads, j'ai 180. Les threads qui sont comptés dans la JVM, c'est 125 et les daemons threads, on est à 70. Les informations par rapport à l'OS, j'ai 8 Go de disponibles dans ce serveur là et j'ai 3 Go qui sont libres. Et par rapport à la JVM, donc les informations sur le heap memory, donc je vois très bien que mon instance, elle a un JVM maximal, une JVM max de 500 mégas, et ce qui est commité, il est de 276, et là c'est ce qui est utilisé. Donc on monte jusqu'à 195 et on descend jusqu'à 72 mégas, et là c'est la mémoire qui a été initialisée au début. La même chose pour le nom heap, donc le nom heap max, le nom heap comité et utilisé et initialisé. Donc ça c'est juste avec les informations JMX que Logstash a pu obtenir de l'instance. J'ai déjà un tableau de bord en temps réel qui montre tout de suite maintenant ce qui se passe. Donc j'ai des informations sur l'OS, j'ai des informations sur la JVM. Donc rien qu'avec ces données-là, donc pour les gens de la technique, donc ils ont des informations en temps réel et ils peuvent revenir à n'importe quel moment. S'il y a un incident par exemple sur les serveurs, on peut revenir à n'importe quel moment avec juste un coup d'intervalle ici. Donc je peux définir un intervalle là de date, je peux définir une date de début, une date de fin, et du coup ils auront les informations qui ont été à ce moment là dans le système. Donc on peut savoir à ce moment-là ce qui s'est passé. Donc ça permet réellement de l'analyse. Donc au temps réel, en même temps analyse, on peut revenir sur l'historique pour résoudre tous les problèmes ou les incidents qu'on a en prod. Donc j'ai un deuxième, à partir des mêmes infos, donc j'ai un deuxième dashboard. Donc c'est un dashboard purement intégration. Donc là, le fait que j'ai pas trop d'infos dans cette vue-là, tout simplement parce qu'il n'y a pas de l'activité. J'ai pas encore généré de l'activité pour qu'on puisse vraiment voir des données ici. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un JMeter qui va essayer d'envoyer des commandes dans l'interface
dans le reste, dans l'endpoint rest. Et du coup, on peut voir l'activité qui va commencer tout de suite. Donc voilà, j'ai lancé tout de suite, j'ai lancé mon activité. Et on voit déjà que ça commence à bouger. Donc là, je vois tout simplement dans le premier graphe que j'ai 100 échanges bien terminés qui ont été traités. Donc 100 échanges. Il n'y a pas d'échanges failed pour l'instant, des échanges qui ont échoué. Ici, j'ai la performance de mon flux. Donc je peux voir le maximum processing time. Donc je peux savoir réellement, est-ce que au niveau de mes traitements de flux, donc il y en a des, on peut parfois être à 200 millisecondes, donc au début on est à 200 millisecondes, et après je suis à 100 millisecondes, donc c'est une moyenne de traitement de flux. Donc ces informations-là, donc ceux qui sont où, c'était des informations qui ont été extraites de la couche médiation. Et là, par rapport à la couche transport, donc j'ai un broker qui a traité des messages. Donc il est à 350 messages maintenant. Et on peut voir ici, par exemple, qu'il a pu délivrer 250 messages et qu'actuellement, il a 50 messages qui sont dans le broker qui n'ont pas été livrés. Là, j'ai la mémoire du broker qui est à 0%. Donc on voit que cette activité ne touche quasiment rien en mémoire. Le store, pareil. J'ai 4 connexions à mon broker. J'ai 2 consommateurs. J'ai 0 producteur et j'ai 0 message pour l'instant. Donc déjà, ces 2 tableaux de bord, rien qu'avec ça, ça permet aux équipes intégration et l'équipe technique déjà de corréler entre l'information qu'ils ont eu dans le premier dashboard, qui est des informations techniques, donc il y a la JVM et l'OS, et là ils ont des informations purement intégration. Donc ils peuvent rien que corréler les deux au moment d'un incident et de voir réellement ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un problème par rapport à l'OS? C'était un problème par rapport à la JVM? Est-ce que c'était un problème vraiment interne que les flux, ils n'ont pas pu vraiment gérer la quantité de charge qui était envoyée? Donc par exemple, s'il y avait beaucoup de commandes. Donc rien qu'avec ces 2 éléments-là, on peut déjà voir, on peut déjà fournir des informations crédibles aux gens de production et pouvoir résoudre les problèmes rapidement. Donc le dernier slide, c'est lui qui intéresse plus les chefs, les gens du métier ainsi que le marketing. Je l'ai nommé Business View. Donc avec les informations qu'on a extrait juste de la log et de la JMX, donc on a déjà une courbe de vente au temps réel. On peut voir un map des clients, la localisation des clients qui ont passé commande. Donc on a un map directement ici qu'on peut voir, qu'on peut même faire une concentration sur une ville ou sur un pays. Et on a le chiffre d'affaires au temps réel, donc c'est 208 000 €. On a le sexe de la personne qui a passé commande, est-ce que c'est masculin ou féminin. On a le top des catégories qui ont été commandées, le top de marque pareil qui a été commandé maintenant, donc au temps réel. Ici, tout simplement, par exemple, dans des entreprises, ils ont besoin de savoir, par exemple, leur quota de vente par rapport à une marque précise. Donc là, par exemple, on peut voir entre Samsung et Apple, qu'est-ce qu'on a fait de plus? C'est quoi est-ce que c'est la marque Apple qui est plus vendue ou Samsung? Donc on peut faire juste une comparaison dans un graphe comme celui-là. Et pareil, en bas, on a le top cities, le top countries, donc en gros les tops des villes où on a reçu les commandes et top des pays où on a reçu des commandes. Et ce qu'on peut faire ici tout simplement, c'est que on peut filtrer, par exemple, on peut dire je veux savoir c'est quoi je veux voir la tendance des ventes qui est au Maroc. Donc avec un simple clic sur Morocco, j'ai déjà personnalisé mon tableau de bord et je vais m'intéresser pour dire, je vais voir les femmes marocaines, qu'est-ce qui leur intéresse le plus dans mon entreprise par rapport à les marques qu'on vend et tout. Donc si je filtre, donc là je filtre par rapport au Maroc, le sexe féminin. Et on voit très bien que ici, les 2 catégories qui intéressent les femmes ici, c'est juste un exemple. C'est qu'une démo. Je l'ai vu en train de regarder. Non, mais c'est qu'une démo. Donc du coup, si je filtre encore dans la catégorie mobile, on voit très bien qu'il n'y a que le Apple, donc
que les iPhones qui intéressent plus les femmes ici. Donc c'est juste une illustration, hein. Donc tout simplement pour voir réellement la courbe de vente au Maroc pour le sexe féminin et pour la catégorie mobile. Donc on peut filtrer comme on veut, on peut vraiment personnaliser ça. Et donc tout simplement, ce que je veux dire ici, c'est que ces informations permettent de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc si on lance une campagne de marketing, on peut directement surveiller ce qui se passe et voir réellement est-ce que on a obtenu ce qu'on voulait, est-ce que les gains, c'était exactement répond à la campagne, et on peut changer directement de braquet, on peut activer d'autres leviers pour faire d'autres promotions. Par exemple, ici, on peut voir que on peut faire que des promos au Maroc pour tout ce qui est Apple. Donc Samsung, ça sert à rien. Donc voilà, donc c'est tout simplement c'est des décisions qui peuvent économiser le temps et de l'argent. Et voilà, donc et ça permet de faire l'analyse au temps réel. Donc tous ces tableaux de bord sont générés rien qu'avec deux sources de données que j'ai essayé d'extraire ou de capturer, de collecter ces données, qui est JMX et la log. Donc il y a plein de choses qui sont produites dans le système qu'on n'exploite pas. Il y a les événements, type événements OGI ou autres, les événements dans les serveurs d'application. Il y a tout ce qui est topic. C'est des topics, on peut être juste comme subscriber, et on peut tirer plein d'infos qui sont internes dans un broker. Donc voilà, c'est des données qui sont là et qu'on n'exploite jamais, et on essaie toujours d'aller de fouiller dans le noyau du système, sachant qu'il y a déjà de l'information qui est disponible, qu'il faut juste exploiter. On a déjà vu ce slide. Donc qu'est-ce qu'on peut faire après par rapport à ce qu'on vient de voir? C'est tout simplement enrichir plus les logs avec des informations métiers, sachant que ces informations-là, normalement, elles peuvent être juste écrasées avec une rolling policy, donc en termes de sécurité. Donc ils sont là juste pour un temps précis. Et une fois, on a essayé juste une commande tout simple. Donc on a fait juste un set debug. Donc en gros, on a changé le niveau de log d'info à debug. Et la mine d'information qui était disponible, qu'on a pu exploiter rien qu'avec une commande. Donc le fait de mettre ça en debug, il y a plus d'informations qui est plus disponible dans la log. Et rien qu'avec ça, on a pu exploiter plus d'informations pour pouvoir enrichir toutes ces analyses-là qu'on vient de voir. Enrichir ces tableaux de bord. Donc le deuxième point, on peut imaginer d'intégrer toutes les applications qui sont en front office et back office, donc pour avoir plus d'informations aussi, et faire de l'audit. Donc l'audit par rapport au système pour voir par exemple c'est qui s'est connecté à n'importe quel moment, c'est quoi les commandes qui ont été exécutées, c'est quoi l'action qui a effectué à un moment précis. Ça a été tout pour moi, donc voilà, donc si vous avez des questions, ça sera avec plaisir, hein. Mais sinon je suis là, je suis là pour aujourd'hui et pour demain, donc vous pouvez me catcher quand vous voulez. Vous avez des questions? Ouais. Quel est l'avantage d'utiliser Elasticsearch par rapport aux autres moteurs de stockage? C'est donc par rapport aux contraintes qu'on s'est mises, donc le fait qu'on voudrait un système qui permet qui soit un système maîtrisé, donc en gros de l'open source qui est supporté, un système qui soit adaptable. Donc en gros, on a Logstash avec toutes ces panoplies de sources de données, donc qui peut vraiment collecter. Et le fait qu'on a aussi le Kibana, donc on a vraiment un stack tout prêt pour lequel répondre aux besoins qu'on voulait. Donc on ne voulait pas prendre à chaque fois un module différent, prendre toute une stack qui est déjà prête,
qui fait de la collecte de la donnée, du stockage, de l'indexation, de la recherche rapide, de la corrélation et en fin de compte des tableaux de bord. Donc au temps réel, ça a été pour nous le choix qui était le plus évident vraiment à prendre. Donc c'était presque quasiment évident. Donc on n'a vraiment pas cherché trop plus que ça pour faire ce choix-là. Ouais. Moi, la question, c'est concernant plutôt les tableaux de bord métiers. Ouais. Est-ce qu'ils sont vraiment utilisés par les métiers? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que les métiers trouvent de convivial? Parce que bon, j'ai vécu une expérience un peu identique. On a utilisé Kibana pour les métiers et on a eu une réticence par rapport à ce genre de graphique. Ils ont trouvé ça très technique pour eux. Ah bon? Ouais. D'accord. C'est vrai. Ouais, pour moi, ça a été le contraire. Hein. Moi, personnellement, je suis contraint. Oui, mais Mais juste par rapport à C'est- que vous avez vécu quelque chose de pareil. c'est vrai. Vraiment utilisé par les métiers. La réticence, elle est toujours par rapport à un système qu'on connaît par cœur. Donc dans le BI, on l'utilise souvent. Donc le changement, il est toujours difficile. Mais voilà, le changement fait peur. Mais par contre, quand on voit qu'on a de l'information au temps réel, qu'on peut exploiter tout de suite et qu'on peut filtrer et qu'on peut nous-mêmes rajouter des graphes facilement à coup de clic, je pense pas qu'ils l'auront avec rien que le fait de demander aux IT attendre le temps de la construction du build et avoir de l'information. Je pense que ça c'est plutôt plus vendeur hein, pour eux. Hein. D'accord, c'est-à-dire que les métiers aujourd'hui arrivent, ils entrent eux-mêmes sur l'outil, conçoivent Exactement. les tableaux de bord et travaillent avec. Tout à fait. Donc en gros, c'est des dashboards normalement qu'on fait, qui sont faits directement sur le web. Hein. Qu'on crée juste rapidement, on rajoute un histogramme, une PI, et voilà, ils n'ont pas besoin réellement de connaître un langage, puisqu'ils font juste, par exemple, des requêtes simples du type catégorie de points étoiles, et ils ont déjà toutes les catégories. Donc, ça ne demande pas réellement de la maîtrise, on ne leur demande pas de faire du SQL. Hein. C'est vraiment du requêtage très très simple. À la Google, hein, ils ont pas besoin réellement d'avoir un background pour faire pour faire exactement le même dashboard. Non. Je sais pas c'est qui le premier. Donc j'ai une question à propos de l'information collectée. Est-ce que peut-être chiffrer pour éviter d'autres problèmes d'espionage par exemple? On fait du filtrage. Hein. Donc déjà, l'information, on filtre juste les informations dont on a besoin. Je parle de chiffrement, on envoie par exemple les clients vers Kibana par exemple. Le chiffrement des données avant leur exploration. Donc quand elle est réellement dans Elasticsearch, c'est ça ce que vous voulez dire? Oui, je peux répondre à celle-là. Allez-y, on a quelqu'un d'Elasticsearch, c'est pour ça. Mais il est commercial, hein. Il est commercial chill, n'est-ce pas hein? Il est commercial, c'est pas open source. Voilà, je tiens à le préciser. Ok. Savoir est-ce qu'il y avait une partie que vous a pris beaucoup de temps. Ça a l'air un peu Avec ce système, franchement, il est trompeur parce qu'on arrive à obtenir de l'information rapidement. Tellement avec la facilité, donc comme je vous ai dit au début, les gens de l'intégration, ils n'aiment pas beaucoup trop développer. Donc on voudrait juste faire de la config et du setup. Donc ça, franchement, on arrive à rapidement voir des tableaux de bord, extraire rapidement l'information avec le logstage, avec sa config. Le fait qu'elle est stockée dans Elasticsearch, qui est vraiment plus orienté recherche, donc on n'a pas besoin d'avoir un background derrière. Et Kibana, il se plug exactement sur Elasticsearch et la recherche elle est effectuée de la même manière, donc à la Google. Donc on a rapidement de l'information, donc on est rapidement content au début, mais par contre, au fil du temps, donc on découvre qu'il y a par exemple des petites choses qu'on devrait absolument, qu'on ne peut pas atteindre facilement avec ce système, si on voudrait faire de l'agrégation très poussée, des choses comme ça, mais il y a toujours des alternatives. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, on peut voir rapidement le résultat. On peut avoir quelque chose rapidement qui est visualisable. Donc par exemple, dans des cas où j'ai vu, il y avait des gens de métier,
où ils m'ont dit on n'a pas pu, par exemple, faire représenter des données avec des agrégations qui étaient dans tous les sens. On n'a pas pu représenter ça dans des graphes. C'était tout simplement avec une simple requête de recherche. Ils m'ont dit que c'était déjà assez suffisant. Ils ont de l'information. Ils n'ont pas besoin réellement de la visualiser. L'information est déjà disponible. Question, vous n'avez pas eu de problème de performance en rajoutant au fur et à mesure plus de logs, de front, de back? Parce que Elasticsearch arrive à tout manger. C'est le fait qu'il est conçu avec une scalabilité linéaire, ça permet rapidement d'ajouter des nœuds, voilà. Et la preuve là, j'ai montré une architecture qui était totalement distribuée, Chine, France, US. Et le fait que lui aussi il est distribué, ça nous a permis de suivre exactement la même architecture, de mettre des Elasticsearch partout dans les pays. Et eux, ils sont gérés nativement en mode cluster, donc ils sont, on va dire, ils sont conçus pour ça. Merci pour votre attention.